Il y a un aspect au corps qui est quand même relativement important. Par exemple, au spectacle de danse, on fait un appel au micro pour dire « Il y a des rasoirs dans chaque loge. Attention à toutes bien vous épiler. » Moi, je trouve ça normal parce que je vis là-dedans. Mais avec le recul, c'est quand même extrêmement bizarre de demander pour un spectacle de danse aux filles de s'épiler. On est hyper strict sur le corps de la femme, quoi. En écoutant nos témoins, on comprend bien que les danseuses et les danseurs subissent beaucoup de pression, ce qui les rend très vulnérables, y compris aux agressions sexuelles. Les danseuses, qui font face à plus de difficultés sur le marché du travail, sont encore plus concernées. Si t'as quelque chose à dire, en fait, va-t'en parce qu'il y en a des centaines qui attendent ta place. Mais tu te rends compte de toutes ces années que t'as perdues, où tu aurais pu aller jouer au parc? Il y a cette idée de faut pas perdre de temps. C'était chacun pour sa peau, quoi. C'est vrai que je pense que dès mes 4 ou 5 ans, on a évoqué la notion de ligne sur mon corps, sur mon physique. Il y a un truc sur lequel nous, les danseuses, on subit une pression infernale. C'est le corps. Il faut que notre corps corresponde aux normes de la danse. Je me souviens, petite, j'étais jalouse de mes copines dès que je trouvais qu'elles étaient plus minces que moi. Accord perdu, épisode 4. Héloïse, qui a été danseuse dans le ballet de l'Opéra national de Paris, nous décrit le portrait de la danseuse idéale. La ballerine, elle est pas très loin de Barbie, mais c'est Barbie avec moins de poitrine. Donc c'est des longues jambes, très fines, la taille fine, comme si elle était naturellement dans un corset beaucoup trop serré. Des longs bras fins, les attaches fines, les poignets, les chevilles, les genoux, le bassin fin aussi. Elle a un long cou, les cheveux longs, les traits fins, des grands yeux. Ces normes, elles ont un vrai impact sur les carrières des danseuses et des danseurs. Et Marie, danseuse freelance, le constate quand elle passe des auditions. Moi, j'ai toujours été en dessous de la moyenne des gens normaux. Je suis pas non plus hyper petite, mais je suis suffisamment petite pour être plus petite que tout le monde. Et pour rentrer dans des écoles, ça m'a toujours posé préjudice. Ça a toujours été difficile. Alors qu'on m'a toujours dit que sur scène, ça se voyait pas. Que on le voyait pas du tout que j'étais petite. Mais j'arrive en audition, généralement ça marche bien. Et puis on nous aligne et on voit qu'elles font toute la taille recommandée. Là, d'un coup, il y a un trou. C'est moi, le trou. Et du coup, ça passe pas. Voilà. À chaque fois, ça passe pas. Marie a aussi vécu des difficultés à cause d'un paramètre qui pourrait pourtant paraître complètement anecdotique, sa musculature. Les attentes d'un corps d'une danseuse classique, c'est d'être relativement grande, longiligne. On entend parler de ce mot toute notre vie. Être longiligne, pas avoir trop de poitrine, avoir des fesses relativement discrètes, on va dire, et d'avoir des muscles importants, mais qui se voient pas. Donc il faut être musclé, mais il faut pas qu'on puisse le voir. Voilà. Ce qui, pour moi, est un souci parce que j'ai les muscles qui me permettent de faire ce que je veux, mais ils sont voyants. Donc en audition, on me dit « Marie, tu peux être prise, mais il faut que tu allonges tes muscles. » Et là, c'est une énigme. Comment on fait ? Je me rappelle d'une histoire, quand j'étais petite, ma prof de danse m'appelait King Kong. Car, selon elle, j'avais des poils trop foncés et des épaules trop larges. Et elle donnait des petits surnoms comme ça aux élèves dont elle aimait pas le corps. Je me souviens d'une autre petite fille qui avait des épaules larges comme moi, et elle se faisait appeler Popeye. Toute notre vie en tant que danseuse, on doit composer avec des normes très strictes. Il faut qu'on soit longiligne, imberbe, avec des traits fins. Dans l'imaginaire collectif, la danseuse classique, en plus d'être longiligne, elle doit avoir une peau de porcelaine. Ça veut dire qu'elle doit être blanche. Quand on est une danseuse classique noire, tout se complique. On en parle avec Cathy. Elle a subi des remarques racistes tout au long de sa formation de danseuse. Elle se souvient d'un exercice donné par son prof qui l'avait particulièrement choquée pendant son cursus pro à 21 ans. On doit faire une impro et la consigne, c'est de tomber au sol comme des personnes noires et de se relever comme des personnes blanches. Et il me demande de montrer. Et sauf que là, en fait, on est plusieurs à dire
c'est étrange, enfin on comprend pas ce que tu demandes, tu vois, enfin juste vraiment en mode incompréhension, et il s'énerve, et donc au final on fait pas l'exercice et on passe un peu en mode moderne jazz, et donc on apprend le début de la chorégraphie, et au moment où la percu arrive, il arrête la musique et il fait en me fixant on laisse la partie bamboula au concerné. En plus de subir ce type de réflexion, Cathy estime qu'elle a été mise de côté dans ses cours de danse classique à cause de préjugés sur les corps noirs. Par exemple, on lui a souvent reproché le fait que son bassin soit trop cambré ou ses pieds trop plats. La représentation des corps noirs, c'est vraiment Joséphine Baker avec sa couronne de banane autour des hanches, et la Vénus noire avec vraiment cette antéversion du bassin et les fesses ultra proéminentes. Et ouais, c'est vraiment ces deux images qui viennent automatiquement dans la tête des gens. Mais sauf que c'est pas le cas. Enfin, il y a toujours plein de corps différents, et moi, dans mon cas, je suis pas spécialement cambrée. Ces clichés sur les morphologies non blanches sont dénoncés en 2020 dans un manifeste intitulé « De la question raciale à l'Opéra de Paris ». Il est écrit par un groupe de salariés, dont 5 danseuses et danseurs du ballet. Dans la foulée, un rapport sur les questions de diversité dans l'institution est commandé à l'enseignant-chercheur Pape Ndiaye et à Constance Rivière, qui est alors secrétaire générale du Défenseur des droits. Le rapport est publié en 2021 et revient notamment sur ces fausses croyances pour les corriger. Le groupe des personnes noires est infiniment divers d'un point de vue morphologique. Il serait profondément invalide et même absurde d'un point de vue scientifique de vouloir les regrouper dans une catégorie définie par des traits morphologiques. Il s'agit là de stéréotypes contestables, hérités de l'anthropologie physique du XIXe siècle et pouvant mener à des pratiques discriminatoires indirectes. Rien n'est fait pour les danseuses non blanches. Ni les collants, trop clairs, ni les pointes roses pâles, ni les coiffures qui peuvent abîmer les cheveux texturés. La neutralité est considérée comme blanche. La danseuse est pensée comme blanche. Concrètement, les effets de ce racisme sont observables directement sur scène. Aujourd'hui, il y a encore très peu de danseuses et de danseurs qui ont la peau noire. En 2019, dans le cadre de son mémoire pour le King's College de Londres, intitulé en français « Danser dans l'ombre du cygne blanc, une analyse de la discrimination des ballerines noires », Audrey Lemarchand note que sur les 160 danseurs de l'Opéra national de Paris, seuls 5 danseurs et danseuses sont noirs ou métis. En 2024, les danseuses et danseurs racisés sont toujours assez absents des institutions. Parmi les quelques danseuses et danseurs non blancs, on trouve des personnes métisses ou à la peau claire, jamais à la peau foncée. On peut parler de colorisme, une discrimination par la couleur de peau qui se manifeste par la préférence pour des teints se rapprochant de la blanchité. En plus de subir de la discrimination et du harcèlement raciste, Cathy est aussi impactée dans son parcours par l'injonction à l'hyperminceur. À l'âge de 15 ans, elle intègre un conservatoire en sport-études avec l'idée de faire de la danse son métier. C'est le début de la descente aux enfers. Sa prof lui reproche d'être trop grosse. Elle commence par me dire que je suis trop grosse, et après par me dire que si jamais je veux perdre du poids, elle me conseille vivement de pas manger après 17h, de pas manger et de pas boire après 17h. Et si ça marche pas, en fait, de me faire vomir. En lisant pour nos recherches, je tombe un jour sur un texte intitulé « Dérailler des conceptions ». Il s'agit du mémoire de fin d'études au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de la ville de Paris, de la danseuse Noémie Langevin. Elle y liste les petites phrases, en apparence anodines, qu'elle a pu entendre en répétition. Je les ai toutes déjà entendues. Tu reviens après l'été, je veux que t'aies perdu au moins 3 kilos, d'accord ? La prochaine fois que tu te regarderas dans le miroir, tu te diras peut-être que tu dois perdre du poids. T'es pas très tonique. Ok, levez toutes les bras pour qu'on vérifie si on voit pas votre ventre. T'es pas assez athlétique. Non mais tu comprends, t'as quand même beaucoup de hanches pour une danseuse. Tu devrais perdre un petit kilo sous la fesse, hein. Et coucou Lola, j'ai eu au téléphone Inès, une danseuse, elle a plein de choses à nous raconter sur son rapport au corps. Inès intègre à l'âge de 15 ans une école de danse professionnelle en Suisse. Elle quitte alors sa famille pour vivre à l'internat.
C'est le début d'une vie hyper chargée. Chaque jour, elles passent près de 10 heures en cours, parfois plus certaines veilles de spectacle. Au début, je suis super heureuse et fière d'être entrée dans cette école. Et tout est nouveau. Du coup, super excitant. Tu connais plein de monde, tu te fais plein d'amis. Mais je vois très vite que je m'affaiblis beaucoup. Je perds beaucoup de poids, même sans le vouloir. C'est pas du tout pour atteindre un certain physique, mais juste, le rythme de vie est tellement soutenu que peu à peu, je perds du poids et vite. Mes parents remarquent, mais moi même pas. Je suis vraiment dans ma bulle, dans le train qui va à toute vitesse, et je remarque pas trop. Mais malheureusement, Inès devient la bouc émissaire de la directrice qui la critique en permanence, sur son corps, sur sa danse, sur ses capacités. La jeune fille se referme de plus en plus sur elle-même, et elle finit par tomber en dépression. Déterminée à finir son cursus, elle tient jusqu'à la fin de l'année. L'année suivante, la situation est la même. Elle et ses camarades continuent de subir les foudres de la directrice qui les attaque frontalement sur leur poids. Un jour, avant une répétition du gala de fin d'année, toutes les filles de l'école, nous sommes convoquées pour un petit meeting très sympathique où la directrice nous dit que 99% des filles sont obèses dans l'école. Et là, le choc. On est toutes bouche bée parce qu'on est toutes en pleine croissance. On a toutes entre 14 ou même 12 parfois et 18 ans. Et qu'aucune d'entre nous sommes obèses, ni grosses, ni on est toutes maigres. Et elle nous dit que si rien ne change, des filles vont être virées et elle va prendre des mesures et des sanctions. Et le lendemain, on arrive en répétition et elle nous reproche que rien n'a changé et qu'aucune de nous n'a perdu du poids. Et donc, nous sommes des bonnes à rien. En un an, mon corps change beaucoup. Je perds environ 9-10 kilos. À cause du stress, je perds des cheveux. J'ai mal au ventre. Je dors pas bien et je mange pas bien. Tellement je suis stressée et j'ai peur. Au moment où je descends à 36 kilos, mes médecins s'inquiètent. Mes parents s'inquiètent. Je n'ai plus mes règles. Et là, vraiment, sonnette d'alarme. Inès pèse 36 kilos pour 1m68. Son indice de masse corporelle la classe dans la catégorie dénutrition. Mais ça ne semble pas inquiéter ses enseignants. À la fin de l'année, Inès est même directement récompensée pour sa maigreur. Vient l'examen de fin d'année. Et là, on est noté sur notre performance, mais aussi notre physique. On est noté de 1 à 6. Et là, je reçois la note de 5,5. Ce qui est pour moi une fierté. Cette note de 1 à 6 et ce 5,5 pour moi veut dire que je me rapproche des critères de beauté de la danse. La révolution des corps n'a pas eu lieu. Florian Guettet est critique artistique et chercheur en philosophie de l'art. À plein d'endroits, la révolution des corps n'a pas eu lieu. La révolution du regard qu'on porte sur les danseurs n'a pas eu lieu, les danseurs et danseuses. Et il y a quand même des normes. Même maintenant, quand on a déjà un ou une danseuse gros ou grosse, il faut en faire un argument de spectacle. Et on sait très bien que le ou la personne sur scène sera scrutée plus que les autres. Donc le chemin est encore long. Se défaire d'un inconscient aussi puissant que celui de l'histoire de la danse, c'est un travail de longue haleine, quoi. Ouais, tu sais, moi, ça a été un travail vraiment long sur moi-même de me dire, ok, c'est bon, je suis bien comme je suis avec mon corps. Je suis quand même passée par des phases du trouble du comportement alimentaire. Et en fait, je connais peu de danseuses qui ne soient pas passées par ce genre de phase. Parfois, ça passe et parfois, c'est vraiment plus grave. Les TCA, les troubles du comportement alimentaire, c'est un vrai fléau chez les jeunes, surtout chez les adolescentes. Mais chez les danseuses, ça semble encore pire.
De nombreuses études ont été menées sur cette question précise. En 2013, des chercheurs anglais arrivent à la conclusion que les danseurs et les danseuses ont 3 fois plus de risques de souffrir de troubles alimentaires que les autres populations. Ils préconisent même de mettre en place des structures de soins dédiées. Malheureusement, la question des TCA dans la danse classique, c'est souvent un symptôme, mais qui est considéré comme normal. Florent Chémol, ancien danseur, aujourd'hui psychologue. C'est pas nécessairement de l'anorexie mentale caractérisée ou de la boulimie avec vomissement. On va parler de troubles subcliniques. Et donc, on appelle ça des ACAI, A-C-A-I. Et ça veut dire des attitudes et comportements alimentaires inappropriés. Et en fait, il faut penser les TCA pas comme j'en ai ou j'en ai pas, mais sur un continuum. On va avoir des gens qui font des régimes chroniques, qui font des jeûnes, qui utilisent des coupes-faim, des laxatifs, qui prennent de l'épar avec l'idée que ça va les faire maigrir, qui font de l'exercice physique excessif à des moments, qui vont prendre une combinaison de sudation quand ils font de la danse. Donc, il y a tous ces troubles-là qui sont complètement larvés, ouais. Oui, ça me fait penser à ces pantalons de chauffe qui sont des... Ouais, ça s'appelle des pantalons de sudation. Ah ouais, mais là, je Comme viens si tu transpirais pas assez en cours de danse et que c'est ça. C'est fou. Et je viens de faire le lien dans ma tête, là. Il n'y a pas que la légèreté physique qui est attendue chez les danseuses. Il y a également un présupposé selon lequel elles seraient légères sur le plan des mœurs. C'est la danseuse, chorégraphe et chercheuse Hélène Marquier qui nous en parle. Il y a toujours eu une aura autour des danseuses, mais aussi des comédiennes et des chanteuses, de femmes galantes. Déjà parce que ce sont des femmes de scène, donc des femmes qui mettent leur corps en avant et leur performance, et donc d'un regard d'un public dominant qui est quand même un public masculin, pour qui, par exemple, avoir pour maîtresse une danseuse ou une cantatrice ou une comédienne, c'est un signe de prestige. Aussi. Et donc, il y a toute une construction de ces artistes du spectacle vivant comme étant des femmes galantes. Donc, toute une légende autour de la prostitution à l'Opéra de Paris. Mais ce qu'il faut aussi regarder, c'est que le terme de prostitution est mal choisi. Parce que, en fait, c'est toutes les femmes qui, notamment au XIXe siècle, sont soumises à la pression de la domination masculine. C'est-à-dire que si vous êtes une ouvrière, vous êtes victime du patron, du contremaître, des autres ouvriers. Si vous êtes bonne, vous êtes victime du patron, du fils de famille. Toutes les femmes sont sujettes à ces pressions de la part des hommes. Et les artistes de spectacle, je dirais encore plus. Encore plus notamment parce que ce sont des femmes des classes inférieures aussi, toujours. Et puis, c'est leur moyen de gagner leur vie. À 9 ans, Héloïse, que vous avez entendue un peu plus tôt, a visité le foyer de la danse. C'est un espace qui se trouve dans les parties privées du Palais Garnier, juste derrière la scène. Dans les parties privées, c'est en bois, il n'y a pas du tout de dorure, il n'y a pas du tout de marbre partout, il n'y a pas le côté glamour pimpant dans les parties où nous, on rentre par l'arrière de l'opéra et nos studios. Enfin, c'est pas du tout ce côté-là. Et en fait, d'un coup, il y a une salle qui est ce foyer où on s'échauffe avant d'aller sur scène, qui est juste derrière la scène, qui, lui, est rempli de statues, de dorures, de peintures, toutes ces moulures et tout. Donc, un peu comme ce que les gens voient dans les parties publiques. Et en effet, c'est parce que au-dessus du foyer, il y a une coursive où, à l'époque, les abonnés de l'opéra avaient accès et venaient regarder les ballerines, les danseuses. Et nous, on nous disait, c'est là qu'ils venaient choisir pour la nuit celles qu'ils aimaient bien, celles qu'ils préféraient. Et c'était un peu le marché, de dessus. Donc c'est vrai que ça, je pense qu'on me la raconte à 9 ans quand je fais la visite de l'opéra. Et je me dis, ah ouais, ok, d'accord. Voilà, ce truc de l'objet, de la danseuse objet, au service des hommes puissants qui ont de l'argent et tout, il est très très là et il est inscrit dans les murs, clairement. En essayant de trouver des représentations de danseuses classiques, on tombe avec Lola sur les tableaux de Degas. On y voit des jeunes ballerines faisant leur pointe à la barre, sous l'œil attentif de messieurs tout en noir qui se cachent dans les coins. On montre ces tableaux à Hélène Marquier. Avec Lola, on a trouvé 2 tableaux qu'on voulait vous montrer.
Je pense que vous allez je vais reconnaître deux gars. Oui. Voilà, avec la figure de l'abonné qui regarde les petites danseuses. Oui, il y en a beaucoup. C'est vrai que ce qu'on regarde, en fait, c'est pas la danseuse, c'est-à-dire c'est pas la danse, c'est la femme. Les critiques, ils portent sur, voilà, elle est jolie, elle a des jambes, etc. C'est pas la danse. Et d'ailleurs, il y a Berthe Bernet, qui a été danseuse à l'opéra, qui a écrit un livre, enfin, qui a été une de ces femmes qui a agi pour la culture de la danse au 19e siècle. Elle dénonce, elle dit, voilà, aux yeux du public, la femme compte plus que la danseuse. Selon la critique chercheuse et danseuse flamande Ilse Gekier, la danse est un milieu empreint de male gaze. Le male gaze, ou regard masculin, c'est quand le corps de la femme est montré selon un point de vue d'homme hétérosexuel, c'est-à-dire comme un objet sexuel. Dans son article Oui tout quand les danseuses parlent de sexisme publié en 2018, Ilse Gekier a écrit une phrase qui nous a marqués. La seule différence avec les travailleuses du sexe, c'est que nous pouvons nous cacher derrière le mot art. So the sentence was actually a quote. La phrase, en fait, c'est une citation issue d'une interview. Et je me souviens que ça m'a vraiment marquée. Parce que pendant si longtemps, ce genre d'attitude a été justifié par une idée de liberté artistique. Une manière de dire que dans la danse, on est dans un autre monde où d'autres paramètres sont à prendre en compte, où d'autres règles s'appliquent. Et pour la référence aux travailleuses du sexe, ça veut dire que les danseuses sont comme ça, qu'elles utilisent leur corps comme des instruments, comme les travailleuses du sexe en fait. Et les danseuses, leur corps, ils sont souvent mis en valeur de manière érotique, sexualisée. Et dans le contexte artistique, ça peut vraiment être présenté comme quelque chose d'indispensable. Vous savez, on dit que la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Je pense aussi que le désir sexuel est dans les yeux de celui qui regarde. Et je pense que le voyeurisme est très lié à ce qui se passe sur les scènes de ballet. That is so closely linked to what we do. Ce voyeurisme s'applique à une représentation de la femme bien précise. Ilse Gekier a disséqué un certain nombre d'affiches de spectacles de danse contemporaine pour finalement aboutir à une conclusion. Suddenly I saw in so many of these people these young. Et tout à coup, j'ai vu chez tous ces gens, chez tous ces jeunes gens, chez toutes ces jeunes femmes qui dansent, en fait, je les ai vus comme des êtres naïfs, comme une promesse faite à l'audience de leur naïveté, de leur manque de savoir, mais aussi de leur sexualisation. Et bizarrement, c'est comme si cette naïveté, elle était pensée pour les rendre encore plus attirants sexuellement. C'est pour ça que je parle du concept de Lolita. En fait, une grande partie des rôles que j'ai interprétés dans ma jeune carrière, des rôles où on me porte, où on me jette un peu partout, où on m'embrasse, où j'étais vue comme jeune et belle, comme la fille agréable à regarder et disponible pour ceux qui voudraient d'elle. Ce côté Lolita, donc femme-enfant, on le retrouve très bien dans le personnage principal du film Black Swan de Darren Aronofsky, dont on vous a déjà parlé. Déjà, il y a le physique de l'actrice Natalie Portman, mais aussi le nom du personnage, Nina, qui veut dire petite fille en espagnol, ou encore la candeur du personnage. La Lolita, elle est jeune, elle est naïve, elle est disponible, ouverte à de nouvelles expériences. On n'est vraiment pas loin d'une fétichisation pédopornographique, comme le souligne Florent Chémol. Ça représente une forme de féminité, peut-être très douce, l'image de la danseuse, et en fait très infantile. Et c'est là où, quand je parle de fétichisation, moi je me pose la question plutôt de cette forme de perversion chez les adultes, enfin chez les hommes, d'aller chercher de l'infantile, du doux, du qui a peu de forme en fait. Cette image de la belle jeune fille blanche, candide et malléable, on la retrouve aussi dans les histoires racontées par les ballets classiques, comme le note Héloïse. La plupart des ballets classiques, ça raconte des histoires, alors on dit histoires d'amour, mais même ça, je pense que c'est une grosse question, est-ce que c'est de l'amour qui se raconte là ? En tout cas, c'est le destin tragique de femmes, principalement, parce qu'elles sont la plupart du temps amenées à mourir dans ces spectacles-là, et elles meurent de trahison, de souffrance, de folie, qui sont toujours liées aux actions des hommes sur l'histoire et l'histoire amoureuse à laquelle elle aspire, elle, en fait. Donc, ce sont des histoires de déception qui mènent à la mort. Et il y a des actes ensuite où soit elle se réincarne en quelque sorte, soit elle est un spectre, voilà. Elle est entourée d'autres femmes dans ces moments-là. Mais
Elle revient pas du tout pour se venger, elle revient pour en plus donner son pardon, pour que l'homme, lui, puisse continuer à vivre pleinement et sereinement son existence parmi les vivants. En gros. Et tu vois, je voulais rajouter que par rapport au ballet classique, ce sont non seulement des histoires hyper sexistes, mais aussi profondément racistes. Il y a des actes entiers, en fait, où les danseuses se peignaient en blanc pour se blanchir la peau. Et à côté de ça, t'avais des danses qui s'appelaient les danses et même grand ballet classique, des danses qui s'appelaient la danse des négrillons, où on peignait des enfants en noir. On leur brunissait la peau, on faisait des blackface sur scène, et c'était il y a pas si longtemps qu'on mettait ça sur la scène de grand théâtre, quoi. Pour Ilse Guéquier, l'hypersexualisation mise en œuvre dans les chorégraphies n'est absolument pas questionnée. Sans compter que dans beaucoup d'œuvres contemporaines, on demande aux danseuses de se dénuder sur scène. Dans tous les cas, la dimension artistique éclipse toute remise en cause possible. And because art wants to transgress. Et parce que l'art se veut transgressif, on va voir des choses sur scène qui, si elles avaient lieu dans un autre contexte, seraient considérées comme de la pornographie ou de la danse érotique. Mais d'une manière ou d'une autre, comme on met ça sur scène, on pense que c'est sacré, comme derrière une vitre, alors que les mécanismes à l'œuvre sont toujours là. Je dis pas qu'on devrait plus mettre de personnes nues sur scène dorénavant. Ce que je dis, c'est qu'on manque de regard critique quant à ces mécanismes, quant à ces habitudes de sexualisation des corps. Et en n'en parlant pas, on reproduit des idées d'exploitation sexuelle qui sont très problématiques. On est dans l'art, on devrait questionner chaque facette de notre discipline. And I feel like we are in the arts, we should question every facet of our discipline. Il n'y a pas que les danseuses qui doivent correspondre à des normes. Les danseurs aussi. Ils doivent être des partenaires grands, musclés, capables de porter des danseuses et représenter un idéal de prince charmant. Pour la petite anecdote, ils n'ont pas droit d'être chauves. Enfin, s'ils le sont, on leur colle des perruques. Le prince charmant a forcément une petite mèche devant les yeux. Dans tous les cas, les danseurs comme les danseuses doivent se débrouiller pour correspondre à ces normes. On en a un exemple dans la manière dont Héloïse aborde le sujet de la puberté, qu'elle vit alors qu'elle est élève à l'école de l'Opéra de Paris. La puberté, c'est la monstruosité possible, en fait. Enfin, il y a quelque chose dans le corps qui va se transformer, qui va se métamorphoser. On va avoir de la poitrine, des fesses, des poils. Enfin, tout ça, en fait, c'est ce qui, même quand on va voir un ballet classique aujourd'hui, est gommé et effacé. Donc, en fait, le fait que sur nous, ça puisse sortir, c'est terrifiant presque. Cette puberté envahissante, elle est endiguée chez Héloïse à coups d'épilation plus ou moins définitive. En parallèle, les jeunes danseuses sont invitées à se mettre en valeur, tout en étant tenues à l'écart de ce qui pourrait être jugé comme provoquant ou trop ouvertement sexuel. Par exemple, elles sont incitées à se maquiller pour assister aux cours de danse dès l'âge de 14-15 ans. Mais pas n'importe comment. C'est un peu le maquillage de la poupée petite fille. Donc très jeune en fait, il n'y a pas un maquillage rouge fort, il n'y a pas l'œil noir, enfin jamais en fait, c'est fait pour agrandir, éclaircir le regard, juste rajouter un peu de rouge et de fraîcheur sur les joues, voilà. Le maquillage discret visant à renforcer la fraîcheur des danseuses peut paraître anecdotique. Pourtant, il traduit, avec la peur de la puberté, l'agisme, la discrimination par l'âge qui règne dans le milieu. On en a déjà parlé. La retraite des danseuses de l'Opéra national de Paris, c'est 42 ans et demi. Mais de toute façon, il n'y a presque pas de rôle pour les femmes plus âgées dans le répertoire du ballet classique. Ce sont des rôles faits pour des femmes ou des jeunes filles de 15 ans. Donc Aurore, elle a 16 ans, Juliette, elle en a 12 ou 14, je sais plus. Voilà, en fait, ce sont des rôles d'adolescentes qu'on est censé interpréter. Donc en fait, cette pression-là, elle est sur les corps, sur ce à quoi tu ressembles. Donc évidemment qu'il y a ce truc de date de péremption qui pèse sur toi, sur ton corps, sur ton apparence, très vite, en fait, on le sait. Et il y a ce truc aussi de la jeunesse qui arrive tous les ans. Que tous les ans, il y a du recrutement et qu'il y a des filles de 17, 18 ans qui arrivent et qui ont envie de les danser ces rôles-là, qui passent les concours pour monter en grade. Donc oui, je pense qu'il y a ce truc d'être remplacé par la jeunesse qui correspond plus
à ce qu'est l'archétype de la danseuse, de la ballerine. Et quand il y a quelques rôles qui pourraient correspondre à des danseuses plus mûres, ils sont systématiquement abordés de manière comique. Le fait en plus que les danseuses de la compagnie, du coup, aient maximum 40 ans, ça veut dire que dès qu'il y a des rôles de femmes qui sont un peu plus âgées, donc souvent il y a les mères, la mère de la fille mal gardée, la mère de Gisèle. En fait, on le donne à des femmes qui ont 30 ans pour faire les rôles des mères, ou bien c'est carrément de l'ordre de la parodie, la vieille femme. Et là, du coup, ce sont des hommes qui sont travestis et qui jouent les femmes âgées, et ça devient complètement comique, en fait. Donc, elle n'existe pas, la femme âgée sur scène dans le ballet. Vous venez d'écouter le 4e épisode du podcast Accords perdus, écrit par Lola Berthet, documenté par Lola Rudroff, produit et réalisé par Slate Podcast. Avec les témoignages des danseuses Héloïse, Marie, Cathy, Inès, et les propos de Florian Guettet, Florent Chémol, Hélène Marquier et Ilse Guéquier. Merci au collectif La Permanence pour leurs ressources sur le racisme dans le secteur de la danse. Merci également à Noémie Langevin et Audrey Lemarchand pour leurs travaux de recherche. Direction éditoriale, Christophe Caron. Production éditoriale, Nina Pareja. Réalisation et montage, Aurélie Rodriguez. Musique, Arnaud Densler.